Binge Audio. Les gens qui pratiquent des sports à haut risque, qui grimpent des montagnes à main nue, qui sautent du haut des immeubles en parachute ou qui escaladent des grues et des immeubles, ces adeptes des hobbies dangereux donc, ils sont le symbole d'un paradoxe. Alors que tout est fait dans nos sociétés occidentales pour réduire le risque, pour nous permettre de naviguer dans nos vies de la manière la plus sécurisée possible, et alors par ailleurs que des millions de nos contemporains n'ont pas cette chance, eux se mettent en tête d'aller chercher justement ce risque, ce danger. Mais pourquoi ? C'est la question que s'est posée Anton Stolper et qu'il est allé soumettre à des pratiquants et pratiquantes de sports dits extrêmes. Dans cet épisode, c'est Émilie et Rémi qui nous racontent ce qui les pousse à s'embarquer dans des aventures qui peuvent sembler insensées. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Émilie, je suis ingénieure de recherche, 33 ans, et moi j'ai commencé par la plongée avant de passer à la spéléo et à la spéléo-plongée. Donc Rémi, 33 ans aussi. J'ai fait essentiellement de la spéléo jusqu'à découvrir une plongeuse et à me mettre à la plongée spéléo. Alors, quand est-ce qu'on se met ensemble ? Ça va être impossible à répondre parce qu'on n'a toujours pas de date au bout de 10 ans. On n'a toujours pas identifié de moment. Donc, 2013, voilà, c'est vague. J'ai rencontré Rémi, du coup, sur notre stage de fin d'études. On était tous les deux stagiaires dans un laboratoire. Et puis, il y a un stagiaire qui était sympa, qui nous emmenait faire une initiation de spéléologie. C'était cool. Et on est quelques-uns à être restés au club, du coup, de spéléologie. Et un peu plus, du coup, avec Rémi. Alors moi j'arrive à la plongée enfant, alors c'est pas intuitif puisque j'ai grandi en Bourgogne, mais j'avais la chance d'avoir une école de plongée dans le village où j'ai grandi. Cette école s'appelait Thalassa, et ce club avait une opportunité, c'est qu'il disposait d'un lac de 60 mètres de profondeur, donc c'est extrêmement intéressant en termes d'apprentissage. Donc petit à petit j'ai passé les niveaux, ensuite j'ai quitté un peu mon village comme tout le monde pour faire mes études, et donc je suis devenue ingénieure de recherche, plutôt sur la partie céramique. Alors moi aussi la spéléo ça a commencé dans un lac, c'est étrange mais j'ai rencontré quelqu'un, on a nagé, elle m'a discuté, elle disait qu'elle faisait de la spéléo, j'ai dit tiens pourquoi pas. Et voilà, à partir de là la petite graine a germé, donc trouver un club, pratiquer la spéléo classique, l'exploration et de plus en plus le goût d'aller toujours plus loin, de voir plus loin. Et de là voilà, bloqué sur un siphon. Donc, pendant longtemps ça a bloqué sur un siphon, voilà. Jusqu'à aller plus loin après. Donc alors oui, quand on bloque sur un siphon, il faut imaginer la galerie qui est, on progresse dans la galerie, tout va bien, et à un moment donné, on arrive sur un lac, on a la galerie, on dit qu'elle est noyée. La galerie est noyée, on est sur une rivière souterraine, et la seule méthode pour progresser, aller voir plus loin, aller voir derrière, continuer l'exploration, là c'est de plonger. Moi, à cette époque-là, au début, sur mes 4 premières années, c'était fin de l'exploration. C'est plus pour nous, c'est pour d'autres, c'est pour les plongeurs. Vraiment, c'est bête comme truc, mais je concevais pas qu'on pouvait faire de la plongée souterraine et de la spéléo, alors que je faisais les deux. Et puis un jour, j'ai eu une amie à Grenoble, parce que je faisais ma thèse là-bas, qui, elle, fait des très très belles photos, et qui me fait de la plongée souterraine, et qui me dit « Mais t'aimes la plongée ? Tu fais de la spéléo ? On organise un week-end découverte avec mon club, viens ?» Ok. Bon c'est hyper intéressant et en fait j'ai découvert tout le potentiel qui restait à apprendre et une solution pour peut-être passer ces siphons. Pour moi au début c'était pas instinctif qu'il y avait une continuité. Je connaissais un peu la plongée spéléo, des photos, des images, des comptes rendus dans les magazines de spéléo, mais certaines flaques, entre guillemets, péjorativement parlant, on se pense pas que ça passe ou que ça va partir. Maintenant, je regarde plus une flaque de la même manière, je regarde plus une mare de la même manière au bord d'un chemin. Quand je vois dans quoi on plonge, quel départ on a, que ce soit en surface ou sous terre, oui, la moindre flaque a un potentiel. C'est peut-être un nouveau terrain de jeu.
Alors moi, ça me parle parce que comme j'ai plongé toute ma vie en lac, en fait, en Bourgogne, on plonge dans des lacs, c'est froid, c'est des carrières de mines. Et donc du coup, plonger dans un étang simple, ça me paraît pas anecdotique, ça peut être un trou pour s'entraîner, et en fait, on va descendre progressivement dans l'eau. Et puis au bout d'un quelques mètres de parcours, on va s'apercevoir que là, il y a un départ. Il y a soit un gros passage, alors ça peut être un porche assez monumental, ou à l'inverse, quelque chose de plus boîte aux lettres, mais ça part. On a une possibilité de s'engouffrer et d'aller voir la suite. On se rend pas compte de tout ce qu'il y a sous terre, que ça soit même en fait en spéléo, et encore plus en spéléo plongée. C'est encore les derniers lieux sur ou sous terre qu'on n'imagine pas. C'est même pas qu'on sait pas qu'ils existent, enfin, on les envisage pas puisqu'on n'a aucune visibilité sur eux. Une face sur une montagne qu'on n'a jamais gravie, on la voit. On sait qu'elle est là, il y a cette face-là, elle n'a jamais été gravie, mais elle est là. Là, nous, quand c'est en plongée souterraine ou quand c'est même en spéléo sèche, on découvre un puits qui fait 40 mètres de profondeur, etc. On savait pas qu'il était là. On l'a jamais vu, on l'a jamais pressenti, on n'avait aucune idée qu'il était là. Et c'est bien pour ça qu'on invente, en fait. Qu'on dit qu'un découvreur de grottes, c'est un inventeur. Il a inventé quelque chose puisqu'on l'imaginait pas. Il a inventé la grotte. Et donc, ouais, il y a des réseaux, c'est stratosphérique. Comme je disais, il y a des mares, mais on n'a pas idée du réseau qu'il y a derrière. Et pourtant, c'est une petite mare, l'été, là, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, ça fait 3 par 3 et 3 mètres de diamètre. Et pourtant, derrière, il y a un réseau qui fait des kilomètres. Ce premier stage de plongée souterraine, moi je l'ai effectué à Bourg-Saint-Andéol, donc BSA pour les connaisseurs. BSA, c'est un site qui est très intéressant puisqu'il y a 2 cavités à moins de 50 mètres l'une de l'autre. Et donc là, on était parti dans le goul de la tannerie, donc, qui, comme son nom l'indique, est dans une ancienne tannerie. Et en fait, c'est une galerie très longue, mais par contre qui descend vraiment pas profondément. On peut faire 700-800 mètres, on est toujours à 5-6 mètres de profondeur, quoi. Il y a très peu de profondeur, donc c'est vraiment très bien pour les initiations. Et moi, je suis arrivée sur ce stage-là, je savais bien plonger, et du coup, j'ai pas eu à apprendre les basiques de la plongée comme certains spéléologues ont à faire. Moi, je suis vraiment partie directement sur la plongée et donc me concentrer sur les plus de la plongée souterraine, donc tout ce qui est redondance, avoir 2 bouteilles à gérer, savoir quand est-ce que je change de détendeur, bien tenir mon fil, bien maintenir mes instruments et regarder la cavité. Et c'est une cavité qui est en plus assez lumineuse, où là, il y a beaucoup de jeux de lumière. Donc c'est extrêmement apaisant et intéressant de commencer par ce site-là. Mais par contre, c'est trop court, quoi. Donc, quand on a fini, on a envie d'y retourner. Et puis surtout, voilà, alors on a fait un petit peu, ils nous ont promenés, ils nous ont montré les b.a-ba, mais maintenant, ce qu'on veut, c'est maîtriser soi, et puis après, être autonome et se dire, ok, là, mine de rien, je dépendais quand même sacrément de lui, parce qu'en fait, j'ai 2 bouteilles, je sais plonger, mais je suis en cavité, la remontée assistée qu'on m'a appris à l'école de plongée, ça va pas m'aider beaucoup, parce qu'il y a un plafond. Ah, donc moi, ma première plongée souterraine, c'était une machine à laver. C'est pas du tout, pas du tout bébé plongeur. Je devais avoir 5 vraies plongées, et mon niveau 1 en 20 plongées. Donc moi, il y avait tout à apprendre. Je cherchais encore mon parachute, non, mais la stabilité, c'était pas ça. Heureusement, ça touille pas. C'était aussi à BSA, donc il y a pas de sable au fond, donc on peut se poser sur les rochers. Mais il faut tenir le fil, il faut changer les tendeurs, il faut se stabiliser, il faut profiter aussi quand même peut-être un peu, ouvrir les yeux. On est là pour regarder, c'est beau. Mais en même temps, il faut respirer. C'est quand même pas un milieu où on est super accepté. Donc non, pas du tout pareil, mais cette envie de dire non, faut que j'y retourne, je sois propre sur ma plongée et que pour en profiter plus, quoi. Alors je ressens pas le qu'est-ce que je fais là. En revanche, c'est clair qu'on n'a rien à y faire, on n'a pas de branchis. Par rapport à de la spéléo, où s'il y a un problème en spéléo, on peut se mettre à l'abri et attendre.
Là, clairement, s'il n'y a pas une poche d'air, on va pas attendre. Il va falloir régler le problème de manière beaucoup plus rapide. Et sans se presser non plus. Faut pas confondre précipitation et efficacité. Donc ouais, là, c'est ce qui rappelle que non, on n'a pas de branchies. L'eau, c'est pas notre milieu du tout. Quand on s'immerge dans un siphon, pour moi, il y a la chose la plus importante, il y a tout qui reste dehors. C'est une zone de déconnexion, déjà de base, parce qu'on n'a pas le téléphone, on n'a plus rien. Mais tout doit rester dehors, c'est-à-dire les petits tracas, le travail, les gros problèmes, tout doit rester dehors. Donc on peut rigoler avec les potes sous l'eau, on rigole, il y en a qui se mettent des poissons dans la bouche quand ils les attrapent. Mais le reste, le quotidien doit rester dehors. Donc là déjà, c'est la première sensation, elle est là. C'est tête dans l'eau, la première respiration dans le détendeur. Zen, ça y est, on peut commencer, on peut partir. Après, c'est des jeux de lumière. Ça va être on va jouer. Maintenant, on a plein de projecteurs, des gros phares. Donc, on va éclairer des jeux d'ombre. Soit on éclaire le plongeur devant nous, soit on est dans le noir et on profite de son éclairage. Donc, c'est ça, les bulles au plafond qui vont effectivement faire un jeu de miroir. On passe, on se voit au plafond parce qu'on a nos bulles d'air qui font un énorme miroir. Donc ça, c'est le côté visuel. Quand on arrive au-dessus d'un puits qui va faire peut-être, qu'il fasse 15 par 15 de diamètre, ou même un puits plus étroit, on a l'impression qu'on va être mangé dans un verre ou qu'on descend dans la bouche d'un monstre de temps en temps. Donc ça, c'est le côté visuel. Il y a le rocher qui est taillé par la puissance de l'eau, donc ça peut être une grotte pas forcément taillée parce que l'eau a circulé doucement, ou des grottes où on voit des côtes gouges, donc comme des coups de pelle à glace qui ont attaqué le rocher comme ça, et donc là on voit la puissance de l'eau qui a creusé ça. Donc après il y a le son, et ça aussi, nos bulles quand on respire font du bruit. Il y a des galeries par exemple au Ressel. Donc le Ressel, c'est une des cavités les plus plongées, la plus plongée en Europe et sûrement une des plus plongées au monde, où il y a un tout petit réseau, et quand on passe dedans, nos bulles font des vibrations. Les premières fois, on a l'impression qu'il y a une rame de métro qui passe. Et c'est pas exagéré. Et la première fois, c'est très perturbant. On se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, c'est nos bulles, les vibrations avec le rocher. Donc voilà, donc il y a tout ça. Il y a la lumière, le son, l'apaisement et la puissance de l'eau sur le rocher. Le son est très très important pour moi. Pour te donner une idée, quand je bosse au boulot, ma bande son c'est une plongée. J'écoute les bulles. Mais une plongée calme. Une partie de la plongée où vraiment c'est très calme. T'as des bulles qui plopent de temps en temps. Mais parce que je trouve ça très apaisant. Après, il va y avoir des parties plus intimes où il y a plus de bruit. Et le bruit, c'est aussi quelque chose qui est très important pour savoir où est-ce que ton binôme est, comment ça se passe, est-ce qu'a priori il est loin ou pas. Ça apporte vraiment des informations. Faut aussi être conscient que certaines cavités peuvent être plus bruyantes. C'est pas parce qu'il y a du bruit qu'il y a forcément un problème. On peut avoir les premiers temps, là, peut-être un peu laisser son palpitant, dire ok, il y a beaucoup de bruit, il y a un problème. Non. Pas forcément, il y a juste la cavité, les bulles passent plus par là, c'est un chemin préférentiel de bulles, donc il y a du bruit. Et après, c'est vraiment glisser le long de cette cavité, regarder la partie géologie, les coups de gouge dont parlait Rémi, on peut avoir des chenelles de voûte au plafond, essayer de comprendre pendant l'observation, est-ce que j'arrive à avoir des observations géologiques, est-ce que ça me donne des informations sur la formation. Si on va assez doucement quand on se déplace, on peut aussi regarder sur le sol et on va trouver en grattant un petit peu dans les graviers qu'en fait il y a de la vie dans une bonne partie de la cavité. On va trouver alors c'est tout petit, c'est de l'ordre du 5 mm, mais il y a de la vie.
Alors ouais, dans la plongée souterraine, il y a plusieurs dangers. C'est effectivement un sport à risque avec un S. Donc le premier, ça va être la panne d'air, puisqu'en plus, comme on est sous plafond, on peut pas remonter directement à la surface, chose qu'on peut faire en mer, même si c'est pas conseillé. Donc voilà, donc le premier problème, il va être là. Le deuxième, il va être, comme on est sous plafond, on est dans le noir, donc ça va être la perte de visibilité. Ensuite, se perdre, donc lâcher le fil d'Ariane. Et là, on est perdu dans une cavité. Et c'est pas évident de se retrouver puisqu'on est dans le noir. Et ensuite, le troisième, je dirais que ça va être s'emmêler dans le fil. En fait, le fil d'Ariane, c'est notre meilleur ami, c'est celui qui va nous redonner la sortie. Mais c'est aussi celui qui va pouvoir nous piéger si jamais on s'en mêle dedans, si jamais il est découpé, si jamais on se bloque dedans, on peut vraiment finir bloqué. Donc, on apprend des pratiques pour se désemmêler, pour se sortir de ces pièges. Mais voilà, pour moi, les 3 dangers vont être là. La panne d'air sous plafond, la perte de visibilité et s'emmêler dans le fil. C'est un monde qui s'apprend. C'est des pratiques qui s'apprennent. La première chose qu'on va apprendre en plongée souterraine, c'est la notion de redondance. La redondance, ça vient pour pallier le fait qu'on n'a rien à faire là, on n'est pas un poisson. Et donc du coup, typiquement, on va avoir 2 bouteilles séparées. L'objectif, c'est que s'il y en a une qui casse, je peux ressortir avec ma bouteille qui reste. Alors le fil d'Ariane, comme disait Rémi, c'est la route du soleil, c'est ton chemin de retour. Donc c'est un fil qu'on va poser pour les premières plongées. On va le poser, on va l'équiper. Il y a vraiment une méthodologie pour l'équiper, pour le poser de manière en sécurité, pour le poser de manière évidente sans qu'il soit dans les palmes pour pas s'en mêler. L'objectif du fil, c'est vraiment que si je perds ma lumière, je puisse rentrer. Si ça touille, si j'ai plus de visie, si j'ai mon fil, je peux rentrer. Donc on va mettre un tas de repères également sur le fil. Ça peut être des nœuds, ça peut être des flèches, qui vont permettre par cette codification de dire je progresse sur le fil, attention, là je progresse vers le fond. Si je veux rentrer, je dois faire demi-tour, c'est là-bas. Alors bien sûr, quand on a la visibilité, on a écrit sur la flèche, c'est plus pratique, mais il faut vraiment partir du principe que le retour peut se faire dans le noir. Et c'est vraiment des exercices qu'on va travailler, alors avec des masques occultants, ça se fait pas mal, hein, c'est très pratique, ça permet d'être dans le noir tout ce que les autres ne le soient pas et peuvent du coup corriger au besoin. Dans le noir, on va aussi travailler la perte de fil, parce que comme disait Rémi, c'est un des risques inhérents. Donc il y a des procédures pour rechercher son fil. Il y a des procédures pour se démêler du fil, puisque le fil, c'est le copain, mais c'est aussi l'ennemi. Et donc c'est sur ça qu'on va devoir travailler pour faire minimiser les risques. Les accidents qui sont dramatiques en plongée souterraine, c'est souvent une succession de causes et en fait d'événements qui vont arriver à la fatalité. Et le dernier qui va faire tout exploser et accélérer le process, c'est souvent la panique. Donc, on apprend tout un tas de procédures, on apprend à vérifier le fil quand on va dans une cavité, on passe pas sur un fil qui est abîmé en se disant je le réparerai au retour. Là, c'est déjà, là, on a augmenté la notion de dangerosité dans la cavité. Non, on le répare de suite, on n'attendra pas d'être au retour. Si ça se trouve, avant le retour, il aura cassé. Donc, c'est tout un tas de procédures d'entretien du matériel, de connaissance de soi, d'entraînement, qui font qu'on arrive à minimiser tous ces risques pour essayer d'aller vers la plongée la plus sereine possible. Mais après, le risque zéro, il existe pas. Dans ces pratiques-là, encore moins que dans d'autres pratiques. Alors, on est un milieu où on n'a rien à y faire, donc si jamais un incident vire à l'accident, clairement ce sera souvent dramatique, il n'y a souvent pas beaucoup d'issues possibles. Quand vous êtes coincé, ça va vers la mort, ça c'est indéniable. Donc vraiment tout ce qui va être la pratique, c'est d'éviter ça, d'éviter de se mettre en danger, de travailler sur soi aussi, de se connaître, de savoir qu'il y a des jours où on ne plonge pas. Enfin, je me répète, mais c'est vraiment le travail qui fait qu'on arrivera à ne pas se mettre en danger. Et s'il y a un incident, apprendre à gérer l'incident. Se retrouver coincé dans une autre voiture en plongée, pour moi, le plongeur a fait la faute. Normalement, tu vois quand même assez rapidement, au moment où tu arrives devant les voitures, si a priori c'est à ta taille ou pas. Si t'es pas sûr de pouvoir faire le retour, tu passes pas. Oui, le milieu de la plongée souterraine est petit.
Quand il y a un accident, en plus, on a, hélas, la mauvaise habitude de faire les gros titres. Gros secours, égoïsme, au risque de faire fermer les cavités. Donc oui, on voit tout de suite passer les articles dans la presse avec les pompiers en fanfare. Donc, d'autant plus quand c'est des secteurs où on plonge. Les premiers réflexes, ça va être d'appeler les copains et de savoir t'as une information, comment tu vas, tu sais qui c'est. Enfin voilà, le premier réflexe, il est là, oui, parce que même si on sait qu'ils sont bons plongeurs, mais voilà, le risque zéro n'existe pas. Donc ça peut être un copain, ouais. Donc tout de suite, c'est vrai que c'est le premier réflexe de savoir qui est-ce que quelqu'un était sous l'eau à ce moment-là. Un pote était sous l'eau, ouais. Tout accident, et c'est pas de la curiosité malsaine, mérite d'être analysé. Parce que s'il y a une erreur qui a coûté la vie à quelqu'un, il faut savoir ce qu'il a fait pour pas le refaire soi-même et du coup corriger sa pratique en fonction. Un accident auquel je pense, alors c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout. Je peux pas dire s'il était bon plongeur, mauvais plongeur, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce jour-là, avant d'aller plonger, il a fait un aller-retour entre sa voiture et puis l'eau. Et puis il a oublié un truc, et puis il a refait un aller-retour, et puis un aller-retour. Et puis finalement il est parti, et il a oublié une procédure, et voilà, il est resté. Donc maintenant, moi ce que je me dis, c'est le jour où je commence à oublier des petits trucs, que je fais des allers-retours entre la voiture et la plongée, il y a un moment, c'est que c'est pas le jour de plonger. Alors, soit on plonge ensemble, soit on plonge en solo. Et quand on plonge en solo, le mauvais rôle, c'est vraiment celui qui reste en surface. Parce que celui qui reste en surface, il n'a rien à faire que d'attendre. Quand on est à deux sous l'eau, celui qui est derrière, de toute façon, il a son matériel à gérer, il a ses choses à gérer pour lui. Donc, il a l'esprit occupé. En surface, non, on n'a que à attendre. Après, c'est important d'avoir discuté en amont de comment être organisée la plongée, comment la cavité allait être équipée, qu'est-ce qui allait être fait sur cette mission. Et ensuite, je connais Rémi, je connais ses compétences, je connais sa pratique, donc j'ai confiance en lui. Donc Émilie, quand elle part toute seule sous l'eau, non, j'ai confiance en elle, donc il n'y a pas de raison. Elle se le sentait, elle est partie. On a nos procédures, on a nos matériels, je connais son matériel, je la connais, je sais ce qu'elle fait. Donc non, il n'y a pas de raison d'avoir plus d'anxiété. De toute façon, on pourrait, si c'était le cas, on pourrait pas vivre ensemble de toute manière, parce que il est hors de question de l'empêcher d'aller plonger, il est hors de question de m'empêcher d'aller plonger, donc ça marcherait pas. Et on peut pas non plus faire que des plongées à deux. Donc non. Après voilà, des plongées où on est tous les deux en binôme, c'est très bien. On est là, on peut s'aider si jamais on peut s'aider. Mais c'est pas parce qu'on est à deux qu'on repose à 100% sur l'autre. On reste avant tout plongeur autonome, à devoir se débrouiller tout seul. C'est le plonger à deux, quand la cavité permet d'intervenir sur l'autre, on va dire que c'est un bonus. C'est un petit bonus de plus, de se dire, on pourra s'aider. Mais c'est avant tout soi-même, on s'aide d'abord soi-même et on évite de se mettre en problème soi-même. Alors, il y a toujours une petite appréhension, mais il y a toujours la même petite appréhension quand on plonge même à deux ou quand on plonge soi-même. Je considère que la peur, c'est pas néfaste. La peur, c'est ce qui maintient en vie, contrairement à la panique qui tue. Donc oui, il y aura toujours une petite appréhension, mais c'est pas pour ça qu'on va pas plonger. C'est pas une balade en amoureux. C'est la spéléo et la plongée, je dirais que ça n'a rien de romantique de base. Déjà, il y a qu'à regarder les tenues, franchement, ça fait pas rêver. Donc non, c'est pas une balade en amoureux, mais ça veut pas dire que c'est pas une balade ensemble où on va avoir une mission, une observation scientifique à faire, des capteurs à récupérer. Ça va être plutôt un travail ensemble. La balade en amoureux en plongée spéléo, elle est potentiellement avant, après en fait. Elle va être le choix de la plongée, avec là où on va poser le camion. Voilà, ça va être se poser ici, prendre le petit-déj tranquille dans la nature, aller faire notre plongée, on ressort, on va prendre le pique-nique dans un lieu qui est super sympa dans le Lot ou dans les Pyrénées. Donc voilà, c'est tout ça. Après, sous l'eau, c'est une plongée, voilà, comme une plongée mer, hein. C'est pas parce que c'est plus intime et sous terre
Je suis pas sûr que les plongées en mer se considèrent comme des plongées romantiques ou des balades en amoureux, faire une épave. Ma famille est sportive de base, alors c'est pas du tout leur truc la plongée. Mes parents ont fait pas mal de voyages à vélo, donc l'Islande à vélo dans les années 70-80, le Sahara à pied à peu près à la même époque. Donc eux, la notion de partir des semaines sans donner de nouvelles, ils l'ont déjà imposée à leurs parents. Donc déjà, ça leur donne une certaine ouverture d'esprit. Je dis pas qu'ils ressentent rien, loin de là. En revanche, ils ne le diront pas, ils n'interdiront pas d'aller faire du sport et ils ne feront pas de reproches sur le fait de faire ce sport-là. Pour ma mère, je me demande encore comment elle a des cheveux sur la tête. Voilà. Tous les week-ends, je pense qu'elle doit en perdre 2 ou 3. Elle se les arracher. Non, elle me fait confiance, donc tout va bien. Et tant que je lui donne des nouvelles, tout va bien. Voilà, je suis sorti, tout va bien, je lui raconte. Et c'est pour ça que j'essaye aussi de partager, de ramener des images, de montrer que ce qu'on fait, c'est pas casse-cou, que c'est joli, qu'il y a un intérêt, et de leur faire partager ce qu'ils ne verront sûrement jamais. Donc on les a emmenés au bord d'un trou pour leur montrer comment on s'équipait, comment on se préparait, pour vraiment essayer de démystifier la chose, montrer qu'on faisait ça sûrement. Donc voilà, mais oui, toujours stressé. Alors moi j'ai 2 situations de boulot différentes, donc sur 2 endroits de boulot différents. Il y a clairement un boulot où c'était pas la peine d'en parler, parce qu'en fait c'était tellement pas dans leur monde que c'était pas vrai. C'est triste, mais voilà, ça n'avait pas d'intérêt. Là, au boulot où je suis, c'est plutôt de la curiosité. C'est plutôt... Ouais, ils sont plutôt sympas. Ils aiment bien regarder de temps en temps les vidéos que je ramène le lundi matin. Alors, j'ai pas emmené les collègues en plongée souterraine. Par contre, il y en a un certain nombre que j'ai réussi à emmener en spéléo. Au niveau des collègues dans le milieu professionnel, une fois qu'on est flagué extraterrestre et complètement bizarroïde, tout va bien. On peut arriver le lundi matin et parler de nos week-ends. Voilà, c'est... Non, mais oui, on est un peu extraterrestre quand même à faire ce genre de pratique. Des choses qui m'attirent le plus en plus maintenant, c'est la plongée avec l'aspect scientifique. Parce que plonger pour soi, c'est cool. Mais plonger pour faire progresser la connaissance, je trouve ça encore plus intéressant. Alors l'idée, c'est pas d'être un scientifique de pointe, un expert, c'est plutôt d'être les yeux des chercheurs qui peuvent pas accéder à ces espaces-là, et du coup apporter un gain supplémentaire à l'intérêt de ta plongée en ramenant des informations. Alors comment un plongeur lambda peut servir la science et aider, c'est tout simplement déjà par des observations, donc avec des protocoles, des méthodologies. Et puis si c'est un peu plus cadré et qu'il y a des partenariats, ça peut être en prenant des prélèvements pour des universités ou des chercheurs. Alors, j'ai pas l'intention d'arrêter. En revanche, si un jour je sens que je n'ai plus d'appréhension, que j'ai plus peur, je commencerai à me dire que c'est pas normal. Pour moi, le jour où j'ai plus peur, c'est le signe. Ok, faut arrêter. Là, t'es en excès de confiance. C'est dangereux. Arrêter la plongée souterraine, pour l'instant, non. On a encore acheté des bouteilles. On compte bien aller plonger avec. Hein. Donc... Non, j'ai encore envie d'aller plus loin, plonge pas assez même en fait. Encore tellement de jouets à tester, de joujous à tester, à apprendre. Donc non, pour l'instant, non, pas envie d'arrêter. Oui, toujours une petite appréhension quand on prépare le matos, etc. Mais toujours ce petit guilly qui est sain, quoi. Voilà. Donc non, et puis non, pas encore arrêter. Émilie, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le t-shirt de Rémi ? J'ai pas vu, j'espère. Je ne sais pas lire l'anglais. Rémi, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Don't follow me. Allons. Donc oui, sur le t-shirt, ça pourrait me résumer. C'est Don't follow me, I do stupid things. Ouais, est-ce que ça résume ce qu'on fait ? Est-ce que ça résume ce qu'on est ? Peut-être, oui, sûrement, pour beaucoup de monde en tout cas. Après, nous, j'aime bien notre vie. Est-ce que c'est des choses stupides ? Oui, mais contrôlées, on va dire.
leurs témoignages recueillis par Anton Stolper pour Programme B, un podcast de Binge Audio réalisé par Quentin Bresson et préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.